Rocky, ça vous dit un truc ou pas? Voilà, le mec qui fait de la boxe, qui est joué par Sylvester Stallone. Alors pour info, il y en a eu 7 en tout. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le numéro 4. Regardez. Vous avez vu comme le combattant de l'URSS est présenté? Comme une machine dénuée de sentiments. Et c'est super important, parce que le film, il est sorti en 1986, et c'est en pleine guerre froide. Et il souligne bien que le plus important dans la guerre froide, c'est pas forcément les affrontements militaires, mais c'est surtout l'opposition entre deux idéologies bien différentes. Comment ça, vous savez pas ce que c'est la guerre froide? Bon allez, c'est parti pour une nouvelle anti-sèche. Voilà le bilan à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après les défaites de l'Italie et de l'Allemagne, le Japon est forcé à son tour d'arrêter la guerre après les attaques nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki. La France et la Grande-Bretagne sont ruinées à cause de ces 5 années de guerre. Du coup, qui sont les deux grands winners de la guerre? Bingo! Les USA et l'URSS. Et on peut d'ailleurs voir 2 de leurs soldats sur cette photo. Ils sont représentés en alliés libérateurs de l'Europe. Mais en vrai, c'est pas aussi parfait. En coulisses, les deux puissances préparent déjà leur affrontement à venir. Pas pour le kiff évidemment, mais juste parce qu'il semble inévitable vu leurs idéologies totalement différentes et opposées. Le communisme et le libéralisme. Pour le brevet, vous devrez être capable de définir et d'expliquer ce qu'est la guerre froide. Du coup, c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. D'un côté, on a une idéologie développée par Karl Marx qui s'appelle le communisme et qui est au pouvoir en URSS. En gros, le communisme, c'est une idéologie qui dit que le monde a toujours été divisé en 2 classes sociales, les oppresseurs, c'est-à-dire les seigneurs, nobles, bourgeois, les gars pétés de thunes en gros, et les oppressés, soit les esclaves, les serfs, les ouvriers. Et les communistes, ils veulent abolir la classe sociale pour que ceux qui étaient oppressés prennent à leur tour le pouvoir politique et économique. Et les oppressés, on les appelle aussi prolétaires pour info. Et quand le peuple aura pris le pouvoir, il s'organisera pour répartir les richesses et les mettre en commun pour stopper l'exploitation de l'homme par l'homme. L'objectif, c'est de réduire les inégalités. Lénine à la tête des bolcheviks. Non, en fait, ça c'est Lennon. Voilà, je peux pas tout gérer, moi. Voilà, Lénine, merci, à la tête des bolcheviks, prend le pouvoir en Russie en 1917 et le peuple s'organise en soviets, c'est-à-dire en conseil. Et c'est ces soviets qui vont donner le nom d'URSS. L'Union des républiques socialistes et soviétiques. Et on parle de république au pluriel, car le communisme ne se limite pas à un seul pays. Il a pour but de se répandre sur toute la planète pour libérer les prolétaires du monde entier. Ouais, les gars sont chauds. De l'autre côté, chez les Américains, c'est le libéralisme qui est au pouvoir, avec l'idée que chacun doit chercher à s'enrichir, et que si tout le monde a cet objectif, c'est la société entière qui en bénéficiera. L'État doit donner la possibilité à tous les habitants d'agir, et intervenir le moins possible dans l'économie. Dans les USA d'après-guerre, la consommation est mise en avant. C'est simple, pour être heureux, il faut consommer. C'est l'American Way of Life, c'est-à-dire le modèle de vie à l'américaine. Donc vous l'aurez compris, l'URSS et les USA sont 2 visions assez différentes de voir le monde, voire radicalement opposées. L'une est collective et met en avant l'égalité, l'importance de l'État, alors que l'autre se base sur l'individu, met en avant la liberté et un poids réduit de l'État. Mais le truc, c'est que ce ne sont pas les seuls pays concernés par ces choix d'idéologie. Tous les autres pays du monde font des choix qui orientent leur économie vers celle des Américains ou des Soviétiques. Et c'est l'un des principaux enjeux de la guerre froide, car chaque bloc va chercher avant tout à convaincre les autres pays que c'est son modèle le meilleur. Bon, on sait comment les 2 modèles américains et soviétiques se définissent eux-mêmes. Mais comment sont-ils représentés par le camp ennemi? Regardez ça. Côté USA, les soviétiques jouent souvent le rôle des gros méchants dans les comics ou les films produits par Hollywood, comme Drago dans Rocky par exemple. Ce sont souvent des machines de guerre, dénuées de sentiments, qui veulent détruire le mode de vie américain. Mais heureusement, Captain America, Rocky et Rambo sont là pour défendre les USA. Et Scooby-Doo aussi un peu. Je crois. Côté URSS, on n'est pas plus sympa. Regardez un peu ces 2 affiches. L'américain est représenté sous les traits d'un bourgeois qui vient mettre le feu à la maison URSS, armé d'une torche et d'une bombe nucléaire. Mais heureusement, le bon soviétique est là pour l'en empêcher. Et sur l'autre, on peut voir les USA représentés comme fourbes, qui sous l'apparence du pacifisme, la colombe, ne cherchent que la guerre, la bombe atomique. On voit bien que la culture et l'information sont des gros enjeux de la guerre froide. L'ennemi est toujours caricaturé, soit en brute sans émotion, soit en faux pacifiste faiseur de guerre. Mais c'est pas tout. Il y a un autre terrain sur lequel s'affrontent les 2 puissances. Non, c'est pas le foot ou le Quidditch, non. C'est celui de l'espace. Parce que la conquête spatiale, c'est sûrement un des affrontements les plus intéressants de la guerre froide. Elle mélange la science, la technologie et surtout la symbolique. L'enjeu est super important. Devenir la puissance qui mène au progrès. Et en plus, coup de chance, la conquête spatiale offre des possibilités militaires plus importantes. Si une fusée peut transporter un homme si vite et si loin, elle pourrait aussi transporter une bombe. Tout commence avec Laika.
c'est elle. C'est le premier être vivant à aller en orbite autour de la Terre. C'est mignon, hein? C'est les Russes qui ont réalisé cet exploit en novembre 1957. Bon, par contre, elle sera pas la première à en revenir vivant, parce qu'elle décède dans sa capsule nommée Sputnik. Ah, là c'est moins mignon. En 1961, le premier qui réussit cette performance s'appelle Yuri Gagarin. Et c'est un soviétique lui aussi. Mission réussie pour l'URSS, puisque le monde entier entend parler de cette histoire. À ce moment-là de la guerre, c'est plus qu'un succès technologique, c'est la réussite de toute une nation et d'une idéologie. Mais les Américains se laissent pas faire. Ils voient cet événement comme un affront et ils peuvent pas laisser les Soviétiques faire les malins comme ça. Du coup, en 1962, John Fitzgerald Kennedy prononce un discours devant 35 000 personnes dans lequel il dit « We choose to go to the moon ». Il promet ainsi aux Américains et au monde qu'un homme posera un pied sur la Lune avant la fin de la décennie. Un homme américain évidemment. Et vous connaissez la suite, puisqu'en 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont les premiers hommes à marcher sur la Lune. Cet exploit est suivi par le monde entier en direct à la télévision. Et comme les soviétiques avec Gagarin, les Américains vont pas mal faire les malins à leur tour. Genre ils vont carrément planter le drapeau des USA sur la Lune dans le plus grand des calmes. L'image fait le tour du monde et renforce le prestige des USA face à leur adversaire. Du coup, la conquête spatiale, c'est un peu montrer qu'on est le premier à aller dans l'espace, mais surtout beaucoup montrer qu'on n'est pas inférieur à son adversaire et que c'est son idéologie qui est la meilleure. La course aux followers quoi. Alors que maintenant tout se passerait sur Snap et ce serait vite réglé. Il y a un autre terrain sur lequel s'affrontent l'URSS et les USA pendant la guerre froide, c'est le sport. Vous commencez à comprendre le truc? C'est plus que de gagner des compétitions sportives, le but c'est de montrer qu'on est le plus puissant. Les JO par exemple ont souvent été utilisés dans cet objectif. C'était une vraie course à celui qui aura le plus de médailles, de records du monde, etc., etc. Et on peut citer le hockey sur glace, le basket et l'athlétisme comme sport particulièrement symbolique de cette compétition entre l'URSS et les USA. Et bizarrement pas la pétanque tiens. Et je rentre pas dans le détail des campagnes qui ont eu lieu pour boycotter les Jeux Olympiques organisés chez l'ennemi, mais là aussi c'était musclé. Musclé. Par rapport au sport. Muscle. Bon, si on résume un peu la situation, on sait que la guerre froide est un affrontement qui repose sur l'existence de deux idéologies qui s'opposent, le libéralisme et le communisme. Cette opposition, elle entraîne des conflits entre deux grandes puissances, USA et URSS. Et ces conflits, ils prennent des formes plutôt surprenantes, comme la conquête spatiale, les compétitions sportives, mais aussi les conflits armés. Mais la question que tout le monde se pose au bout de 4 minutes de vidéo, c'est putain, pourquoi cette guerre est froide? Eh ben c'est simple, parce que ces deux superpuissances ne vont jamais s'affronter directement. Voilà, bonne chance pour le brevet, à plus! Bon, j'explique un peu plus. Ça veut pas dire qu'il n'y a aucune bataille liée à la guerre froide, mais ça veut dire que les deux armées vont s'affronter par pays interposés. Par exemple, la division de la Corée en Corée du Nord et Corée du Sud fait suite à une guerre qui oppose les Coréens du Nord, soutenus par l'URSS et la Chine communiste, aux Coréens du Sud, aidés militairement par les Américains. Il y a aussi la guerre du Vietnam, qui opposera l'armée américaine à des forces communistes soutenues par l'URSS. Mais si les deux puissances ne s'affrontent pas directement, c'est à cause de la bombe nucléaire. Pour rappel, elle a été conçue par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale et le projet Manhattan. Les Soviétiques, de leur côté, ils essayaient aussi de la fabriquer, mais ce sont les Américains qui sont les premiers et ils s'en servent sur la ville d'Hiroshima le 6 août 1945. Le résultat est effroyable. Avec une seule bombe, la ville fut détruite dans un rayon de 12 km. Le nombre de victimes reste incertain, mais on pense qu'il y a eu 100 000 morts. Avec une seule bombe. Si les Américains ont lancé cette bombe, c'est officiellement pour forcer les Japonais à se rendre. Mais certains pensent que c'était aussi un message fort pour Staline et l'URSS, pour leur dire qu'ils ont la supériorité militaire. En 1949, les Soviétiques s'équipent à leur tour de la bombe nucléaire, et on entre alors dans ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. En gros, on est dans cette situation. Si tu m'attaques, tu prends le risque d'entraîner une guerre nucléaire pouvant entraîner des millions de morts. Alors ? La bonne ambiance. Alors imaginez un peu, chaque puissance possédait plus de 30 000 bombes, de quoi détruire une bonne partie de la planète. Alors oui, bien sûr, la bombe atomique, elle fait vachement peur, mais on peut peut-être voir les choses différemment. Est-ce que la guerre serait restée froide si l'URSS et les USA n'avaient pas eu l'arme nucléaire? Vu qu'en possédant l'arme, on empêche son ennemi d'attaquer. En fait, c'est comme avoir un dragon dans Game of Thrones. On appelle ça la dissuasion nucléaire, car celui qui attaque aurait une responsabilité énorme. Mais bon, rassurez-vous, la guerre froide s'est terminée après la chute du mur de Berlin en novembre 89 et la dissolution de l'URSS en décembre 91.
Bon, ça fait pas mal d'infos à retenir tout ça. Alors on va faire un petit récap. Si vous tombez sur un sujet de type expliquer la guerre froide, voilà comment vous pourriez répondre. Déjà en donnant les dates. Quand de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la victoire des Américains par abandon en 1991, fin de l'URSS. En précisant qui est concerné, qui, USA versus URSS et leurs alliés respectifs. Et le lieu, où, sur toute la planète. Ensuite il faut expliquer ce que c'est. Quoi? Un affrontement entre deux idéologies, communisme et libéralisme, incarnés par deux superpuissances, URSS et USA. Chacune veut prouver au monde entier que son idéologie est la meilleure. Puis comment se déroule le conflit? Le conflit se déroule sur plusieurs terrains. Conquête spatiale, sport, culture, information, conflit armé. Mais avec un point commun, aucun affrontement militaire direct entre les deux puissances. Et pour terminer, expliquer pourquoi on dit que cette guerre est froide. Pourquoi la guerre froide? L'arme nucléaire, possédée par les deux puissances, permet d'éviter un conflit grâce à son rôle de dissuasion. La guerre est froide, car si la tension est permanente entre l'URSS et les USA, jamais la guerre n'éclate. Bon, sur ce, je vais réviser l'intégrale de Rocky. On se revoit dans un mois. Tu passes le brevet cette année? Alors abonne-toi pour recevoir de nouvelles vidéos chaque semaine. Tu peux aussi checker celles qui sont déjà en ligne en cliquant sur la playlist. Avec tout ça, ça devrait le faire.